Donc bonjour à tous, bonjour Rebecca. On est très contente de te recevoir aujourd'hui. Et en fait, on a déjà abordé ce corps de métier, donc qui est le métier d'avocat, mais on n'a pas encore abordé cette spécificité qui est être avocate en restructuring. Donc on est très contente de découvrir ce métier avec toi. Comment vas-tu ? Hello, ça va très bien et vous ? Tout va Super, très bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter rapidement du coup ? Oui, alors je m'appelle Rebecca Fragas, j'ai 27 ans et ça fait 2 ans que je suis avocate en restructuring. Trop stylé. Donc on avait déjà interviewé un avocat en droit des affaires et aujourd'hui du restructuring. Donc il y a plein de corps de métier dans le métier d'avocat, donc c'est trop cool. Est-ce que avant d'être avocate en restructuring, tu peux nous parler un peu de tes études et de tes stages qui t'ont mené à ton métier aujourd'hui ? Bien sûr. Alors moi j'ai fait un parcours très classique, c'est-à-dire après le bac, j'ai fait la fac de droit pendant 5 ans à SAS, classique aussi à Paris. J'ai fait donc une licence générale. En Master 1, j'ai choisi le droit des affaires. Parce qu'il n'y avait pas encore la réforme de... maintenant, en Master 1, tu dois choisir ta spécialité. À mon époque, il n'y a pas très longtemps, mais quand même, c'était plutôt général. Tu choisissais entre les grands parcours en droit, donc pénal, droit des affaires ou droit civil. J'ai choisi droit des affaires. Et en Master 2, pareil, je suis restée en droit des affaires générales. Mais il y avait plusieurs matières, et dont le restructuring. Mais c'était un parcours très classique. Ok. Donc en droit des affaires et pas... En fait, c'est pas pendant mes études que je me suis spécialisée en droit des affaires. C'est plutôt par les stages à côté. Et donc tes stages, qu'est-ce qu'on fait comme stage ? Quand t'es à la fac, est-ce que t'as des plages de stage ? T'es obligé de faire des stages ? Non, et je trouve que c'est très mal fait parce qu'en France, bien sûr. Tes stages, c'est un plus. Sauf que je trouve que c'est mal fait puisque en fait si t'as pas de stage tu pourras jamais aller dans un grand cab dire regardez j'ai de l'expérience, mais en même temps avec les horaires de la fac, en tout cas t'as pas le temps. Dans ma fac c'était horrible, je bossais tous les jours de la semaine, le samedi, le dimanche, et on te dit pendant les vacances, alors que t'as 2 semaines pendant l'année, 2 mois pendant l'été, on te dit fais un stage sinon t'auras pas un beau métier. Je trouve que c'est très très dur. Et du coup comment t'as fait pour trouver des stages ? Après, c'est plutôt facile, mais t'es obligé de te dire, cet été, je fais pas 2 mois de vacances, alors que quand même, t'as bossé comme un chien, donc t'as envie d'avoir les 2 mois de vacances. Et tu dis, pendant 3 semaines, 1 mois, je vais faire mon stage. Et là, ça passe par soit la fac te recommande. Non, en vrai, ça, c'est moyen, mais c'est juste toi, t'as des connaissances, tu connais des gens, on va dire, là, vas-y. Et tu peux aussi faire des candidatures spontanées, et les caps te prennent, quoi. C'est classique. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de cabinets dans lesquels tu as travaillé un peu pendant tes stages, du coup, qui t'ont donné envie de faire du restructuring ? Qui m'ont donné envie de faire du restructuring. Alors, mon premier stage en restructuring, c'était en M1, quand j'ai découvert la matière, mais j'étais au Brésil, j'ai fait un échange, et j'avais demandé à mon professeur de restructuring si je pouvais faire un stage. Donc, j'ai fait mon premier stage avec un juge au Brésil. C'est hyper intéressant parce que alors, ça va être un peu technique, mais leur droit est fondé sur le nôtre, c'est la même chose, sauf qu'après, il y a un peu des dérivés. Donc, c'était très intéressant parce que je reconnaissais des trucs, la façon de faire française, mais de façon un peu dérivée. Donc, très, très intéressant, je l'adorais. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire du restru. Ensuite, je suis arrivée en France. J'ai continué avec un autre stage dans un petit cabinet que j'ai adoré faire ce stage parce qu'en fait, ce qui est bien quand tu es dans un petit cabinet, et je trouve que c'est vraiment une plus-value, c'est que tu fais de tout. Quand tu es dans un grand cab, il y a tellement de gens qu'au final, tu vas faire juste une tâche où on va pas te donner énormément de responsabilités. Quand tu es dans un petit cabinet, tu as tout à faire. Et là, tu apprends réellement le métier d'avocat. Et c'est incroyable. C'est trop cool. Ouf. Et justement, ton envie de devenir avocate, elle vient d'où ? Alors, mon envie de devenir avocate, alors ça remonte à longtemps. Depuis que je suis toute petite, j'ai envie de faire avocate. Et c'est parce que j'avais un peu un petit sentiment d'injustice. Un esprit de révolte. Je détestais quand j'étais petite et adolescente qu'on me dise quelque chose et que je puisse pas avoir un fondement pour y répondre. Exemple tout bête, par exemple, votre avion a du retard. 1 heure de retard, on va vous dire, on vous donne 100 €. Ah trop cool, j'ai 100 €. Mais c'est faux. Mais comme on connaît pas, nous, la loi, on va pas pouvoir répondre. Et je trouvais ça horrible d'être un peu la je vois. pas pouvoir répondre. Alors qu'en vrai, quand tu rates ton avion, tu peux avoir jusqu'à 600 €. Mais tu te contentes de pas mal, ça. L'entreprise m'a dit que, donc moi je suis personne, je suis rien, donc j'y crois. En fait, tu détestes le fait de se faire avoir. Voilà, exactement, c'est ça. Mais t'as raison. India est pareil. Ah vraiment, je cherche le moindre sentiment. Vraiment. Ok, trop cool. Et donc aujourd'hui, t'es avocate chez Jones Day. Ça, c'est un cabinet américain. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être avocate en restructuring ?
Alors, être avocat en restructuring, qu'est-ce que c'est Alors, je vais faire de façon imagée. Avocat en restructuring, c'est un médecin. Donc, j'ai une entreprise, qui est mon client, qui vient me voir et qui me dit « je suis malade ». Comme un bon médecin, je vais lui prescrire un médicament. Et en fonction de l'état de l'entreprise, donc son état de santé, je vais lui dire « tu auras ce médicament-là, celui-là, celui-là ». Et il y a des personnes, quand elles sont malades, elles vont chez le médecin au tout début, quand elles ont les premiers symptômes. Il y en a d'autres qui vont très tardivement. Et comme quand on est malade, si tu viens très tôt, on peut te donner une solution. Quand tu viens très tard, ça devient un peu plus compliqué. Donc, c'est exactement ça mon métier. Moi, j'aide l'entreprise. J'offre des solutions à l'entreprise qu'on va élaborer avec l'aide du tribunal pour essayer de la sortir de cette situation dans laquelle elle est, ce mauvais état de santé dans lequel elle est. Ok, j'adore la métaphore. C'est super clair. Mais est-ce que ce serait pas un peu du conseil ? C'est du conseil et du contentieux. Partie conseil, c'est qu'on accueille le débiteur, mais ça peut être aussi le créancier, donc les parties prenantes de la procédure, et on leur conseille, on leur conseille la procédure, on va les suivre, on va les aider. Et c'est aussi du contentieux parce que c'est une procédure. Il y en a plusieurs, ce sont des procédures qui se mettent en place avec le tribunal. Donc c'est contentieux parce qu'il y a des audiences, il faut parler au juge et en même temps il y a le côté conseil. Donc c'est vraiment les deux et c'est vraiment incroyable parce que quand on pense à être avocat, on se dit je vais mettre ma robe et je vais être tous les jours en train de plaider. C'est faux, moi j'ai plein de copines qui sont pas en restru, qui font du M&A par exemple et qui ont même pas de robe. Donc c'est vraiment un métier très différent où tu es à ton bureau et tu es devant ton ordi. Nous c'est pas du tout ça, c'est vraiment tu es devant ton ordi mais tu vas aussi au tribunal, tu plaides, tu as du contentieux et c'est ce que j'aime. Et en parlant de ton cabinet, du coup, Jones Day, qui est ton cabinet actuel et qui est un cabinet américain, quels sont en fait les critères pour entrer dans un cabinet justement qui est américain ? Est-ce que c'est juste les études qui jouent ? Et est-ce que tu peux nous parler un peu du coup de ton processus d'entretien ? Oui, alors pour entrer dans un cabinet américain, en fait, il y a plein de cabinets sur la place de Paris. On a des cabinets français, des cabinets anglo-saxons. Et je pense que c'est vraiment, enfin, pas je pense, les cabinets, enfin, le top 10, 20 des cabinets parisiens sont des cabinets américains et anglais. Ok. Quelques-uns français aussi. Mais pour entrer dans ce type de cabinet, bien sûr, il y a les 5 ans d'études en droit, mais ce qui est vraiment apprécié, c'est d'avoir fait une école de commerce à côté ou d'avoir un LLM. Donc en fait, c'est un quoi ? Un LLM, c'est un diplôme de droit anglais. Ok. Ah oui. De droit de common law. Et donc c'est un investissement à faire, mais c'est pour pouvoir accéder à ce type de cabinet parce que sans avoir un bon anglais ou sans avoir fait une école de commerce, c'est un peu plus difficile d'accéder à ce type de cabinet. Et c'est combien de temps à LLM ? LLM, moi, j'ai eu... Normalement, c'est 1 an. Ouais. Mais grâce à l'école du barreau, moi, j'ai réussi à le faire en 6 mois. Donc, il y avait un partenariat avec une université en Australie et j'ai pu le faire en 6 mois. Ah, génial. Et donc, c'est pendant que tu es à l'école du barreau que t'as un... Comment ça se passe, du coup ? Donc, on peut faire un LLM quand tu es en Master 1. Quand tu es en Master 2, tu peux partir aux États-Unis, en Australie, en Angleterre pour avoir un LLM. Ou alors, tu peux aussi, ce que j'ai fait moi, mais ça personne ne le sait, quand on rentre à l'école du barreau, donc après avoir passé le barreau, on a 1 an et demi d'école pendant lesquels tu as 6 mois de stage, 6 mois de stage en entreprise, 6 mois de cours et 6 mois de stage final dans un cabinet d'avocats. Okay. Et je sais que pendant les 6 mois de stage en entreprise, l'EFB, donc c'est l'école de barreau à Paris, te permet de faire un LLM de 6 mois, en fait, pendant cette période-là. Au lieu d'aller en entreprise, tu peux faire un LLM. Pas mal le tips. Après, c'est un investissement, mais ça vaut la peine parce qu'après, ça te permet d'aller dans des plus grands cabs et avoir un meilleur salaire que si tu es dans un petit cab. Et tu te souviens juste des questions qu'on t'a posées un peu en entretien Alors, en entretien, c'est un peu dans la continuité des entretiens de stage. En fait, on va te demander... bon, déjà, c'est vraiment un entretien de fit. Okay. Est-ce que tu vas matcher avec l'équipe ? Il y a quand même des questions de droit, mais après, ça reste en surface. Enfin, on va te poser des questions. En fait, ça dépend. Je pense que ça dépend de l'équipe. Parfois, on va te poser des questions de droit vraiment pointues. Parfois, non. De toute façon, c'est pas sur ça que ça joue, en fait. Parce que là, c'est vraiment du par cœur. Donc, ouais, je connais les choses, mais par cœur. C'est le fit qui compte. Je pense que c'est un peu plus le fit qui compte. Et chez Jones Day, donc j'ai eu un entretien plutôt fit. Pas de questions de droit, mais j'ai eu un second entretien en anglais. Pour savoir si je gérais l'anglais. Normal. Pas choquant. Voilà. Oui, t'es dans un cabinet américain, t'es censé parler anglais. Ok. Mais alors, justement, donc, quelle est la part de négociation, de rédaction et de plaidoirie dans ton quotidien ? Par exemple, est-ce que tu peux nous parler un peu d'une journée type parce que... Ou un moment où tu as un dossier. Ouais, voilà. Comment ça se passe Comment ça se passe de façon générale. Parce que comme je suis collab, je sais pas tout. Oui. Mais type, on a une entreprise qui vient nous voir
et qui va nous exposer ses problèmes. Nous, on va réfléchir à quelle procédure serait la mieux adaptée. Qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, il y a une énorme part de négociation, puisqu'en fait, le restructuring, c'est quoi? C'est, t'as ton débiteur qui vient te voir, et tu dois négocier avec les personnes à qui cette entreprise doit de l'argent, donc les créanciers. Et donc, la première procédure, quand l'entreprise ne va pas trop mal, c'est, en fait, on va pas ouvrir une super procédure devant le juge, on n'a pas trop besoin du juge, ce qu'on va faire, c'est négocier. Donc nous, on va rédiger une requête pour demander l'ouverture de la procédure au tribunal, et ensuite, une fois que c'est lancé, le tribunal, il n'est pas trop là. Il y a nous, le débiteur, les créanciers, tous les avocats, des créanciers et du débiteur. Et il y a une personne qu'on appelle le conciliateur ou le mandataire ad hoc, qui est une tierce personne qui travaille pour le tribunal. Et elle, ça va être un peu le juge de la procédure, mais sans que ce soit un juge. C'est vraiment un conciliateur qui va essayer de faire la paix entre le créancier et le débiteur. Donc il y a une énorme phase de négociation où nous, on va conseiller notre débiteur et on va entrer en négociation. En fait, c'est que des réunions avec les banques, avec les fournisseurs pour essayer d'avoir un accord. Et donc ça, c'est les premières étapes quand l'entreprise, elle est pas trop mal en fait, où on peut encore négocier avec les banques, avec les fournisseurs et avec toutes les personnes à qui l'entreprise doit de l'argent. Sauf que quand t'es un peu plus mal, en fait, les personnes ne veulent pas trop t'écouter. Et tu dois tellement d'argent qu'en fait, on se dit que si on met pas une grosse procédure où le tribunal contrôle tout, ça va pas être possible. En fait, ça va être ingérable. Et si je peux entrer plus dans le détail pour vous expliquer un peu la logique du droit des entreprises en difficulté, on veut essayer de sauver une personne de cette situation financière. Et comment on va faire? On va réunir toutes les personnes à qui cette personne doit de l'argent, et on va leur dire, en fait, on peut pas vous payer. Je n'ai pas d'argent pour vous payer. J'ai 100 €. Je dois 100 € à A, à B, à C, à D. Je peux payer A, je peux pas payer B, C et D. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un principe d'égalité des créanciers, et on va dire aux créanciers, en fait, on ne va payer personne. Vous n'allez pas me demander de l'argent pendant une certaine période, le temps que moi, je puisse réfléchir à comment je peux vous payer. Okay. Donc en fait, c'est égalitaire. Okay. Au lieu d'en payer une, on va dire, attendez, on va essayer de trouver une solution. Et la solution, elle est très simple, il n'y a pas de magie, on ne crée pas de l'argent comme ça. On va juste dire, en fait, est-ce que vous préférez être payé 20 € chacun, et au moins tout le monde est payé, et tout de suite, ou alors, je peux vous donner 100, mais dans 10 ans, parce que je ne peux pas les avoir maintenant. Et c'est pour ça qu'on a besoin du tribunal, parce que dire à des personnes, vous n'allez pas me poursuivre pour me demander de l'argent, c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui sort du droit commun. Donc on a besoin du tribunal qui dise, non mais là, c'est une situation exceptionnelle, on va stopper tout, personne ne me demande de l'argent, pour essayer de permettre au débiteur de répartir l'argent comme il peut. Mais c'est chaud. Mais en fait, du coup, tu bosses qu'avec des entreprises qui ont des problèmes financiers. Oui, que ça. Ok. C'est que les entreprises? Enfin, quels sont les types de clients? Comme je suis dans un cabinet américain, c'est plutôt des entreprises, mais il y a aussi le droit des procédures collectives, c'est pour les entreprises, mais il y a aussi des procédures de surendettement où là, c'est pour les particuliers. Ah mais j'en fais pas. Ah ok. C'est énorme. Et c'est quoi un peu le taux de réussite, j'ai envie de dire, des dossiers? Parce que souvent, quand on est endetté, moi personnellement, j'entends que des histoires une fois que tu commences à avoir des dettes, t'es un peu. Justement, ça dépend de la situation financière. Si tu viens nous voir avant, vraiment, quand en fait, les entreprises au tout début, elles viennent quand elles savent que dans 1 an ou dans 6 mois ou dans 8 mois, elles pourront plus payer. Ouais. Mais là, on a le temps d'anticiper. On va dire, bon, attendez, on va réunir maintenant vos créanciers pour leur dire, là, il faut que vous nous aidiez, vous me laissez 3-4 mois de gel, on gèle les créances pour qu'on essaie de s'organiser. On vous promet que que la société va recevoir de l'argent dans 6 mois. Si vous me laissez 6 mois de plus, tout est bon. Parfois, c'est juste une question de temps. Si tu viens très tard, alors là, c'est la fin, c'est la liquidation judiciaire. T'as attendu trop longtemps, t'as trop de dettes. Oui, c'est ça. En fait, l'extrême, c'est la liquidation judiciaire. Voilà. L'extrême, c'est la liquidation judiciaire. Mais du coup, ça veut dire que t'as perdu ton dossier s'il y a liquidation judiciaire? Ah non, parce que c'est un problème de business. C'est la personne qui a mal géré et elle vient me voir et moi, je viens juste clôturer. Okay. Et on essaie de clôturer de la meilleure manière qui soit en essayant s'il y a des activités à vendre, on appelle ça des activités à vendre, je sais pas, des objets, bon, je vous dis vraiment quand c'est une petite entreprise, mais normalement c'est des activités, on va les vendre, on va essayer de les vendre au meilleur prix pour pouvoir désintéresser tous les créanciers. C'est ça notre métier, faire en sorte que tout le monde soit payé au mieux et que le débiteur puisse reprendre son activité. Ok. Mais ça doit être dur parce que tu dois travailler tous les jours avec des gens quand même, il y a énormément de pression quand tu dois de l'argent à quelqu'un.
et donc tous les jours tu dois travailler avec des clients qui sont sous pression, ou peut-être parfois il y a une courte période de temps où ils doivent rembourser les gens envers qui ils ont des dettes. Et donc comment est-ce que toi tu gères justement ce côté last minute, ce côté pression, et surtout gérer aussi cette relation avec tes clients qui eux comptent en fait tout sur vous, quoi? Mais moi, je pense que c'est ce que j'aime, en fait, parce qu'on voit vraiment. Je fais pas du droit pénal, je fais pas du droit de la famille. On a vraiment un contact avec les dirigeants. Enfin, je parle des dirigeants parce que je fais notamment je suis plutôt du côté débiteur quand quand je fais du droit des entreprises en difficulté dans mon cabinet. Okay. Donc, on est vraiment avec le dirigeant qui est parfois qui est pas très bien, qui va vous appeler souvent. Mais c'est ce que j'aime, c'est le contact aussi avec le client qui a vraiment besoin de vous, qui a besoin de conseils. Parce que maintenant, avec l'IA, on se dit, ouais, les avocats vont disparaître. Mais si vous saviez comment les clients ont besoin de nous, moralement, ils ont besoin du temps, ils ont besoin d'être réconfortés. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un beau métier pour ça. C'est qu'on se sent vraiment utile dans ce qu'on fait. Ouais, c'est ouf. De ouf. C'est très humain. Oui. Ouais. Et pourtant, c'est des grosses entreprises, etc. Ouais. Mais ça reste quand même très humain. Mais justement, quand on parle de ce côté humain dans le métier d'avocat, toi, par exemple, quand tu gères un dossier, est-ce que tu travailles beaucoup en collaboration avec d'autres personnes de ton cabinet, ou justement, c'est un métier où tu trouves que tu es très solitaire? J'ai cette image d'un avocat qui a des piles de code pénal dans son bureau, qui a 10 000 papiers, qui est tout seul dans son bureau et qui bosse tout seul. Est-ce que c'est encore ça? Non, en réalité, non. Déjà, je travaille avec mon équipe parce que je suis collaboratrice, j'ai que 2 ans d'expérience, donc je fais pas un dossier toute seule, ou alors vraiment un tout petit dossier toute seule. Mais je bosse déjà avec les gens de mon équipe qui vont m'apprendre plein de choses. Alors, moi, j'apprends énormément avec des gens qui ont de l'expérience, on apprend toujours beaucoup. Et ensuite, on travaille aussi avec d'autres départements parce que la liquidation d'une entreprise ou n'importe quelle procédure collective d'une entreprise, il y a tout le côté salarié. Par exemple, moi, je fais pas du droit social. Il faut peut-être, parfois, on a des questions à poser au département de droit social, au droit des sûretés, financement surtout. On travaille avec le financement, comment on va faire pour financer. Donc, on travaille avec plusieurs départements. Non, c'est pas un métier où je me sens toute seule, du tout. Ok, bon, ça c'est cool en vrai. Est-ce que tu as un souvenir assez marquant dans ton métier, par exemple la première fois où tu as plaidé? Oui, j'ai un souvenir assez marquant parce que c'est toujours très impressionnant d'arriver au tribunal, mettre sa robe. Surtout qu'on est jeune, j'avais 25 ans la première fois que j'ai plaidé. Ah, c'est jeune. J'ai prêté serment à 25 ans. Okay. Quand on voit tous les hommes et les femmes, les confrères et les consoeurs qui ont 40 ans et qui ont 20 ans d'expérience, nous on est là à côté, bonjour. Et on sait pas, en fait il faut savoir identifier qui est le juge, qui est le greffier. Donc c'est vraiment impressionnant. Et moi, la première fois que j'ai plaidé, ou alors je vais vous parler d'un petit dossier que j'ai eu, que j'ai pu gérer toute seule. C'était, j'ai accompagné un dirigeant qui allait liquider sa boîte. Et c'était la première fois où j'ai accompagné toute seule de A à Z. Et donc, je suis allée plaider l'ouverture. Je l'ai accompagnée chez le liquidateur judiciaire. Et c'est vraiment... En fait, il y a la théorie et la pratique. Donc, la théorie, c'est facile, je sais faire ça, je sais faire ci. Et après, il y a les questions que le client te pose, mais vraiment très pratique. Mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je vais faire de ci? Et je me rappelle avoir été touchée. Je me dis, mais en fait, pour moi, c'est métier de tous les jours. Et pour lui, c'est quelque chose qui s'arrête. Et c'est son petit bébé, parce que bien sûr, c'était une petite boîte. C'est son petit bébé. Et j'avais été très touchée de l'accompagner au rendez-vous, etc. Et de me dire, pour lui, c'est la fin de quelque chose. Et en fait, tes clients doivent tellement reposer sur toi aussi. Ouais. Enfin, t'es leur épaule un peu. Peut-être pas sur moi, mais sur mon équipe. Non, mais bien sûr. Mais total. Mais on nous appelle tout le temps pour savoir. T'es énormément sollicité. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Pourquoi? Est-ce que j'écris ça? Est-ce que je dis ça? Est-ce que je dis ci? C'est tout le temps. Il y a un côté très maternel. Ouais. Non, mais attends, il faut soutenir en fait, c'est vraiment de la pression que t'as au quotidien, quoi. Ouais. Et justement, selon toi, quelles sont un peu les compétences essentielles pour réussir dans le droit restructuring, être en tant qu'avocate en restructuring? Savoir gérer la pression, mais je pense que quand t'es avocat, tu sais gérer la pression. Mais je pense aussi, il faut savoir, c'est un peu étrange à dire, mais au-delà du droit, il faut aussi savoir faire un peu de compta, parce qu'il y a beaucoup de chiffres, il faut savoir lire les comptes, les bilans, etc. Le côté un peu conseil, du coup. Conseil et savoir déchiffrer, nous, les difficultés de la société. Donc, un peu ambivalent, les chiffres et le droit. Après, c'est pas notre métier, on n'est pas comptable non plus, on n'est pas expert comptable, on va pas regarder, mais quand même, il faut quand même savoir comment ça fonctionne. Faut savoir parler aussi, j'imagine. Faut savoir parler, oui. Après, ça s'apprend aussi. Quand on est collaborateur, on va pas souvent parler aux clients, ou alors on va le faire avec l'aide de la personne qui est au-dessus de nous. Oui, mais c'est quand même adopter une posture. T'es représentante, tu vas aider quelqu'un, tu portes le dossier de quelqu'un quand même. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est avoir une posture. Je pense que c'est assez intéressant aussi de l'étudier. Genre, que t'as 25 ans, c'est pas facile de se mettre. Voilà, j'ai 25 ans, je suis ton avocate.
avec ton équipe, bien sûr. Je pense que ça s'apprend, mais je trouve ça trop cool aussi. Enfin, et je trouve que t'as raison, parce que surtout quand on est... moi, vraiment, à 25 ans, j'ai une petite tête. Ouais. T'es pas très grande, t'as l'air jeune. En tant que femme aussi, voilà, tu vois. exactement. Ouais. T'es une femme, t'es jeune. C'est hyper dur de dire à une personne qui a 40 ans, qui a créé son business, bon, bah, c'est moi qui vais te défendre aujourd'hui. Ne Ouais, parle ouais, pas, mais je vraiment. gère. Franchement, c'est... Oui, je gère. C'est dur, hein. C'est endosser une posture, c'est avoir... ouais. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai, vous avez raison. Au tout début, je me disais, mais moi, je me ferais jamais confiance. Alors que pourtant, je sais que je sais le faire, je connais tout par cœur, mais c'est hyper dur d'avoir une personne qui est une petite fille à côté de toi qui va gérer ton truc. Ah, de ouf. Non, mais c'est vrai, ça va être hyper impressionnant. Ouais. Et donc, en quoi être avocate en restructuring est différent d'être avocate en droit des affaires ou en droit pénal? Alors, en droit pénal, je pense que la plus grande différence, c'est que eux, ils plaident tout le temps, vraiment tout le temps. Et je pense qu'il y a un côté humain, mais qui est encore plus grand que dans mon métier. Et droit des affaires, disons du M&A, bah, eux, c'est juste, ils sont devant... Enfin, en tout cas, à mon niveau, les collaborateurs qui sont en M&A, pour moi, cliché peut-être, mais c'est des gens qui sont devant leur ordi, qui vont pas avoir beaucoup de contact avec le client et qui vont pas aller au tribunal, qui connaissent pas le tribunal, qui savent pas qui est le juge, qui savent pas la différence entre un greffier et un juge, qui sont jamais allés chercher un dossier au tribunal. C'est la grande différence. Et c'est la nature des dossiers aussi qui diffère, je pense. Et la nature des dossiers également, c'est pas la même chose. Ils sont pas du tout... Enfin, je pense qu'en M&A, t'es stressé aussi, mais c'est pas les mêmes enjeux. Au pire, ta levée de fonds, elle rate. Bon, c'est dommage. Moi, c'est au pire, la boîte, elle croule. Donc, bon, c'est pas vraiment la même chose. Ok, c'est intéressant. Et le pénal, t'as jamais tenté? C'était restructuring ou rien? Ouais, un pénal, je pense que je pourrais pas avoir les gens qui... Enfin, déjà, je trouve qu'en restru, c'est dur d'avoir tous les dirigeants qui se plaignent ou qui essaient de se décharger émotionnellement. Alors, en pénal, non, je pourrais pas. Je pense que je dormirais pas le soir. Ouais, t'as la vie de quelqu'un entre les mains. Enfin, c'est ça. Ou même t'entends des horreurs, je pense. Ah ouais, de ouf. Même quand t'es en huis clos et tout, oh là là, faut avoir les épaules. Et dans ton métier, est-ce que tu peux nous dire ton salaire? Est-ce que t'as une fourchette de salaire à nous donner? Ouais, je peux vous donner, je pense, de façon globale, quand t'es dans un grand cabinet, ça veut dire un cabinet américain, anglais, ou même français, il y en a quelques-uns. Oui, il y en a vraiment quelques-uns. Quand t'es collaborateur junior, tu commences à partir de, je dirais, entre 90K et 110. Ah, c'est pas mal. Ah oui. Oui, mais à tout ça, il faut enlever... parce que on n'est pas brut. salarié. C'est Donc, pas net. Voilà, c'est oui, c'est brut. Moi, en communication, je commence à 38. Non, mais quand t'es avocat en grand cabinet, c'est vraiment un métier où tu gagnes beaucoup d'argent. Ok. Et on le sait pas forcément. En tout cas, moi, je le savais pas forcément, mais tu gagnes vraiment beaucoup d'argent. Mais en même temps, les horaires aussi que tu dois assumer. Ouais, bien sûr. C'est ça, c'est une façon d'attirer les jeunes collaborateurs. On va te dire, tu vas avoir beaucoup d'argent, mais pas assez de temps pour le dépenser non plus. Ouais. Mais donc, t'es salarié de l'entreprise, en fait? T'es pas salarié, t'as un statut de collaborateur, t'es libéral toujours. Ouais, t'es libéral. C'est un libéral à moitié salarié parce que t'as quand même la même rémunération tous les jours, tous les mois. T'es rémunéré de la même façon, c'est pas en fonction des dossiers. Ouais. Alors que quand t'es tout seul dans ton cas, c'est en fonction des dossiers. Là, t'es collaborateur, tu travailles pour un cabinet, t'auras tous les mois le même salaire. Enfin, en vrai, c'est la même rémunération. Ok. Et voilà, entre 90 et 110, et ça augmente tous les ans. Et pour l'instant, tu dois rester chez Jones Day? Ouais. J'adore. C'est trop bien. C'est trop stylé. Et bah écoute, on va passer à la question que l'on pose à la fin de chaque interview. C'est, moi personnellement, je ne connaissais pas du tout ton métier. Enfin, avocat, si évidemment, mais avocat en restructuring. Et je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de jeunes. Moi, je pense que j'aurais adoré faire un truc comme ça. Ouais, ça va être trop stylé. Vraiment, je trouve ça trop stylé. T'as de l'enjeu de ouf et tout. Et est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui aimeraient bien se lancer en tant qu'avocat en restructuring? Oui. Je pense déjà, les études, ça paraît très dur. C'est vraiment 5 ans qui sont durs. Mais il faut pas croire que ce qu'on fait à la fac, c'est notre métier. C'est faux. Mais il faut malheureusement passer par ça. Donc, aller à la bibliothèque tous les samedis, tous les dimanches. Enfin, peut-être qu'il y en a qui arrivent à faire 100, mais moi et mes amis, dans la plupart des cas, c'était vraiment tous les samedis, les dimanches à la bibliothèque. Il faut apprendre il faut apprendre toutes les règles par cœur. Il y a beaucoup de par cœur, mais ton métier, c'est pas du tout réciter j'ai beaucoup le cliché de ouais, avocat, t'apprends tout par cœur et c'est bon. C'est pas du tout ça. En fait, t'apprends par cœur pour pouvoir l'appliquer de façon logique. Donc, je pense que le conseil, c'est les études sont dures. En réalité, elles sont vraiment dures, mais ton métier, c'est pas ça. Tu t'épanouis après. C'est pas ce que tu fais à la fac. Donc, le conseil, ça serait un peu tenez le coup. Exactement. Tenez le coup, total. Ok. Et être un bosseur quand même? Je pense que c'est obligé. Ouais.
Ouais, de ouf. malheureusement. Non, faut être rigoureux. Enfin, Faut être archi rigoureux. il y en a pas mal qui lâchent quand t'es en droit, tu lâches. Nous, Ouais, on a mais pas mal de potes qui ont lâché. Tu Voilà, vois. mais il y en a pas mal qui lâchent en se disant ouais c'est nul ça. Ouais. J'ai pas... Alors que le métier c'est pas, enfin le métier est différent. Mais juste il faut passer par là parce que oui t'es obligé d'avoir une logique, d'apprendre une certaine logique, d'apprendre les règles pour pouvoir les appliquer après plus rapidement. Mais oui en fait c'est pas marrant comme étude. Ouais. Ok. Ok. Mais ça doit être intéressant. Ouais, vraiment. Bah écoute, merci beaucoup Rebecca. C'était tellement intéressant. Ouais. De ouf. Je savais pas du tout que ça existait. Comme, enfin, qu'il y avait cette partie-là de. Moi, je pensais que c'était du droit des affaires en fait. Ouais. Non mais c'est C'est un une forme pan du du droit droit des des affaires. affaires, C'est dans la grande famille du droit Oui. des affaires et t'as du restructuring. Et t'as tout Ouais, mais le on reste. connaît pas, tu vois, toutes les branches. Droit des affaires, pour moi, c'est un métier. En fait, t'as plein de branches dans le droit des affaires. Exactement. C'est hyper intéressant. Ouais, mais en fait, ça, on le sait quand on Oui, bah commence oui. à faire des stages, quand on est à la fac, etc. Donc, ouais, du Ouais. grand public, c'est pas connu, toutes les petites Bah, et divisions avant de qu'il se peut y avoir. lancer, écoutez le job show. Exactement. Bah voilà. Non, mais vraiment, merci beaucoup. C'était hyper clair, hyper intéressant. Et même si. Enfin, j'espère te croiser dans des conditions différentes, mais si un jour on est un peu dans la mouise, Je pourrais vous aider. ouais. Exactement. Si un jour le job show est en liquidation financière, Déjà, faudrait peut-être qu'ils soient oui, on n'en est pas encore là. Step by step. step by step. On y arrivera. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci Et à c'est vous trop de m'avoir cool, intéressé. merci. Merci. Ciao.